Très heureuse de vous retrouver ce jour, Madame, Monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. L'Union européenne exhorte la Russie à mener une enquête complète et transparente après les révélations de l'Allemagne sur l'empoisonnement au Novichok d'Alexeï Navalny. L'opposant politique de Vladimir Poutine a bien été empoisonné avec le même agent neurotoxique employé pour tenter d'assassiner l'ex-agent double russe Sergei Skripal en mars 2018 en Angleterre. Navalny a été victime d'un crime destiné à le réduire au silence, pour reprendre les mots d'Angela Merkel. La chancelière allemande a informé les partenaires de l'Union européenne et de l'OTAN des résultats des tests afin de travailler sur une réaction commune appropriée. Tous ont condamné l'utilisation de cet agent neurotoxique de type militaire. Navalny a été transféré à Berlin après être tombé malade lors d'un vol en Sibérie le mois dernier et reste dans le coma. Son équipe assure qu'il a été empoisonné sur ordre du président russe Vladimir Poutine. Le Kremlin, quant à lui, a rejeté ces allégations. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, s'est plainte qu'elle n'était pas étayée par des preuves. À 44 ans, Navalny est dans un état grave sous assistance respiratoire, selon le communiqué de l'hôpital berlinois de la Charité. Le Kremlin a précédemment rejeté l'idée selon laquelle Navalny aurait été empoisonné par les autorités russes. Relancer la production industrielle, soutenir les entreprises, voici quelques-uns des grands axes du plan de relance économique présenté ce jeudi par le Premier ministre français. On rappelle, Jean Castex avait devant l'université d'Édé du MEDEF déjà révélé qu'il se chiffrerait à 100 milliards d'euros, avec notamment une baisse des impôts de production de 10 milliards sur 2021 et 2022 pour aider la production industrielle sur le territoire français. Le plan post-Covid vise à rétablir la confiance, mais le retour de l'épidémie et des mesures de protection, comme le port du masque en entreprise, ne fournit pas vraiment le meilleur terrain à une reprise durable. Et puis les chiffres de la crise sont sans appel. Après une baisse de 5% au premier trimestre, le PIB français s'est contracté de 13,8% en avril, mai et juin. Sur l'année complète, on s'attend désormais à une récession de 11%. La stratégie du gouvernement est axée sur la relance de la production, mais déjà certains pointent le manque de mesures pour relancer la consommation des ménages qui ont engrangé 80 milliards d'euros d'épargne depuis le mois de mars. Des caméras à l'extérieur, mais à l'intérieur de la salle d'audience. Le procès des attentats de janvier 2015, qui vient de s'ouvrir à Paris, est filmé, comme le furent par le passé d'autres procès à portée historique. En 1985, la loi Badinter créait une exception alors que les enregistrements des audiences sont en principe interdits. Le procès le plus retentissant à être filmé fut celui de Klaus Barbie, l'ex-officier nazi, ancien chef de la Gestapo à Lyon, jugé en 1887 devant la cour d'assises du Rhum pour ses exactions à l'égard des membres de la résistance et de la communauté juive. Reconnu coupable de crimes contre l'humanité, il fut condamné à la prison à perpétuité. Deux autres procès liés à la Seconde Guerre mondiale ont également été filmés, dont celui de Paul Touvier, un ex-officier collaborateur du régime de Vichy, jugé devant la cour d'assises des Yvelines en 1994. Il est également condamné à vie. 3 ans plus tard, un autre ex-haut fonctionnaire de Vichy, Maurice Papon, est jugé par la cour d'assises de Gironde. Il est condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Il y aura par la suite d'autres procès, dont celui visant le négationniste Robert Farousson, celui d'ancien acteur de la dictature chilienne d'Augusto Pinochet, ou encore celui de Pascal Simbikangwa, lié au génocide au Rwanda. Autre procès retentissant, celui de la catastrophe d'AZF, l'explosion en 2001 à Toulouse d'un stock de nitrate d'ammonium dans une usine chimique qui avait fait 31 morts.
Et puis, confrontée à un rebond des cas de Covid-19, la Havane, capitale cubaine, est soumise depuis mardi soir à de nouvelles restrictions les plus strictes jamais prises depuis le début de la pandémie. En raison d'un fort rebond des cas de Covid-19, un couvre-feu a été imposé entre 19h et 5h du matin. Les entrées et sorties de la ville sont en outre interdites, sauf cas exceptionnels. Des amendes très fortes sont prévues en cas de non-respect de ces mesures qui s'appliqueront durant au moins 15 jours. Jusqu'au 15 septembre, les enfants, les personnes âgées et celles à risque ont, elles, été interdits de sortir toute la journée. La Havane et ses 2 millions d'habitants concentrent la majorité des cas de Covid-19 à Cuba. L'île qui avait déclaré l'épidémie sous contrôle en juin dernier a vu le nombre de cas reparti à la hausse fin juillet. Un mois après avoir entamé son déconfinement, ces mesures de restriction interviennent en pleine crise économique alors que les produits de base font défaut un peu partout sur l'île. Hors de la capitale, les enfants ont pu néanmoins retrouver le chemin de l'école comme dans de nombreux pays. Le masque est obligatoire, mais c'est un moindre mal. Cuba a enregistré jusqu'à présent 4000 cas de coronavirus et une centaine de décès. En Bulgarie, les affrontements entre la police et les manifestants ont fait plus de 45 blessés hier mercredi, alors que le Parlement s'est réuni pour commencer à discuter d'un projet de nouvelle constitution après des semaines de rassemblements anti-gouvernementaux. Des échauffourées ont éclaté entre les manifestants et la police, qui a tiré des grenades de gaz lacrymogène et arrêté 35 personnes. Le président bulgare Rumen Radev a appelé le gouvernement à démissionner, faisant écho aux demandes de milliers de manifestants qui souhaitent la démission du premier ministre Boyko Borisov et du procureur général Ivan Geshev. Ils sont accusés tous deux de permettre à une mafia oligarchique de prendre le contrôle du pays. Pour l'heure, Borisov refuse de démissionner. Pour clôturer cette édition, au moins 409 migrants ont atteint les côtes britanniques ces dernières 24 heures. Profitant d'une accalmie sur la Manche, c'est à bord des petites embarcations que des centaines de personnes ont tenté de rejoindre leur Eldorado après des mois, voire des années de périple depuis leur pays d'origine. La plupart ont été interceptés et emmenés à Douvres. Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que le Royaume-Uni était une cible et un aimant pour les trafiquants d'êtres humains et a promis de modifier la loi pour aider à lutter contre ces arrivées. Une cinquantaine de personnes ont aussi été interceptées et secourues en pleine mer par les autorités françaises et une soixantaine dont 22 enfants sur une plage du Pas de Calais. Après leur échec de la traversée de la Manche, depuis le début de l'année, au moins 5000 migrants sont arrivés en Grande-Bretagne, dont 1468 en août, un record mensuel jamais enregistré. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour. Madame, monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de DBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain lorsqu'il sera 15h. Au revoir.